Ah, c'est sûr qu'entre la plongée sous la glace et le ski, moi j'aime autant le ski. Est-ce que vous en faites, vous, Daniel Lessieux, de la plongée sous la glace? J'ai eu l'occasion d'en faire une fois, oui, mais c'était bien prenant. Très bien, sur un site exceptionnel des Lacs Robert. Et c'est vrai que c'est particulier et c'est à faire. Alors, vous êtes président de la Maison de l'Environnement. C'est un site qui se protège encore ici aujourd'hui parce que cette nature est fragile et les enjeux du tourisme, les enjeux de la découverte du ski aujourd'hui, comme on l'entend, et à l'horizon 2030, ça se protège. Ça se protège. Effectivement, la montagne et les activités humaines, à part le tourisme, ont disparu. Il faut reconnaître que tout ce qui est remarquable à ce jour, c'est ce qui a été façonné à une époque par la main de l'homme et qu'on ait difficulté à entretenir à ce jour. Il faut reconnaître que grâce à ça, on est les derniers paysans de la montagne, en fin de compte, avec les aménagements de pistes, parce qu'on fait des engazonnements. Ça nous permet de maintenir des activités, et je parle des activités pastorales, hein, c'est eux qui font l'entretien de notre site, donc grâce aux aménagements de pistes. Et autour de tout ça, on a cette sensibilité de protection. La preuve, c'est qu'à Champs-Rousse, la station elle date des années 50, et on peut regarder qu'on est dans une intégrité avec une particularité où on a une cymbraie, c'est les pins cymbraux qui sont assez riches, et des espèces emblématiques qui sont tétralyres. Présence du tétralyre dans un domaine skiable, ça veut dire que signe de bonne gestion en termes d'environnement et de protection. Absolument. Alors merci pour toutes ces précisions. Franck, c'est une station qui est labellisée Flocon Vert. Alors c'est un label encore assez récent. C'est un label assez récent, il n'y a que 6 stations en France qui ont ce label. Et en fait, c'est un label qui répond à énormément de critères environnementaux pour protéger un espace de haute qualité environnementale. Par définition, un site touristique est soit un espace de haute qualité culturelle, ici c'est environnemental, culturel aussi, on l'a vu tout à l'heure, avec une histoire de Champs-Rousse, avec du Hamel, avec le Jeux Olympiques qui est très importante. Et ce label nous sert aussi de cahier des charges pour nous dans toutes nos actions d'aménagement de la station, de régénération aussi des espaces montagnards qui ont pu être dégradés quelquefois. Là, il y a un gros projet par exemple sur la Croix de Champs-Rousse de régénération de ce belvédère magnifique qui est la Croix de Champs-Rousse, qu'on peut peut-être qualifier d'aiguille du Midi du Dauphiné, avec une vue à 360 qui est spectaculaire. Donc ces labels nous donnent un cahier des charges, nous donnent une marche à suivre et récompensent la station pour son engagement sur ses actions en matière d'environnement. Donc c'est le label Flocon Vert, mais ce n'est pas que celui-ci, c'est aussi le trophée Cime Durable remporté par la station de Champs-Rousse l'an dernier. Et c'est aussi une gestion exceptionnelle de l'eau. Alors ça justement, c'est ce qui peut fâcher un petit peu, c'est l'enneigement en fait artificiel. Alors la neige de culture, c'est vrai qu'on en parle assez souvent. Il faut savoir que contrairement aux idées reçues, la neige de culture, c'est juste de l'air froid, de l'eau. Donc ce qu'on dit tout le temps, nous, c'est de l'eau, de l'air, du ski. On peut, si vous voulez, prendre un peu de neige de culture à la sortie d'un canot à neige, la faire chauffer un petit peu et la boire directement. Contrairement à une piscine où les piscines sont souvent chlorées, on utilise beaucoup d'eau qui après n'est plus propre à la consommation. L'eau des canots à neige peut être considérée comme une eau de baignade par exemple. Donc vous ne déversez pas de l'eau sale? Non, c'est de l'eau parfaitement pure qui est rendue à la nature à une période en plus où la végétation en a besoin. C'est-à-dire que la fonte des neiges, là, ça va être à partir du 15 avril. Ça fond un petit peu déjà actuellement, mais la grosse fonte, là, c'est au printemps. Et on rend à la nature cette eau qui est parfaitement propre. Elle est analysée en plus. Cette eau est analysée tous les ans, 2 fois par an. Et c'est aussi une gestion qu'on a, nous, en interne sur la commune de Champs-Rousse. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pertes sur les réseaux d'eau potable. Ça peut monter jusqu'à 50%. Il y a moins de 10% de pertes d'eau potable sur les réseaux potables à Champs-Rousse, ce qui en fait un record sur le département. Donc Voiron contre la Tronche-Mélan. Donc les deux équipes occupent le haut du championnat et vont donc se rencontrer samedi soir à Voiron pour le match retour, sachant que le match aller avait été remporté par Voiron à Mélan. Dans ces conditions-là, vous préparez psychologiquement, vous êtes au sommet pour l'instant, c'est vous le leader Voiron? Oui, pour l'instant, comme vous avez dit, on verra samedi soir à la fin du match si on garde ce statut-là, mais pour l'instant, faut bien se préparer et on a encore une semaine pour bien figurer. Vous êtes le leader, vous avez gagné à l'extérieur à la première manche. Est-ce que vous endossez le costume de favori? On n'a pas trop le choix, on n'a pas trop le choix actuellement. On est première du championnat. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de respect pour l'adversaire, qui est de grande qualité quand même dans le championnat. Et qu'on va bien sûr le préparer du mieux possible. 2 équipes favorites à la montée. Est-ce qu'il y a un break à faire dès samedi en championnat? Un break, oui, forcément. Je ne sais pas si on peut parler de break, mais au moins, prendre 2 matchs sur nos concurrents directs, c'est forcément une bonne chose.
Maintenant, après, on sait qu'avec la formulation des playoffs, il faudra aussi qu'on soit capable de battre d'autres équipes de l'autre poule qu'on connaît très peu. Donc, à voir. Michael, un break peut-être? Un break, oui, certainement. Comme vient de le dire Quentin, partir en playoff à 2-0 ou à 1, c'est quand même différent. Par contre, parce que nous, on a l'expérience de ça, faire aller en playoff et monter, c'est clairement deux choses très, très différentes. Nous, ça fait 2 ans qu'on fait les playoffs, mais à première vue, on n'est toujours pas monté. Donc voilà, c'est encore une autre étape. Et vous avez appris de la saison dernière notamment? J'espère, oui. J'espère qu'on aura appris et qu'on saura mettre ça à profit dès ce samedi et sur cette fin de saison. Est-ce qu'elles ont la pression, vos joueuses, pour la montée? Je ne sais pas, peut-être. Allez, Léna, qui est très sage depuis tout à l'heure. La montée, vous y pensez? Elle est dans les têtes ou comme on dit, on avance doucement? Bah, bien sûr qu'elle est dans les têtes. Après, on prend les matchs un par un. Puis on verra bien à la fin, mais c'est sûr qu'on y pense en tout cas. Pour l'instant, ça vous réussit? Oui, pour l'instant. Mais c'est pas fini, il reste encore 6 matchs, 6 ou 7. Donc, Est-ce que vous avez peut-être un peu ce petit plus par rapport à Voiron, d'avoir échappé, non, en tout cas d'avoir raté de très peu la montée la saison passée? je sais pas si on peut parler d'un petit plus, mais c'est une expérience en fait qu'on a par rapport à elle. Et comme l'a dit Mac, j'espère qu'on a appris de ça en tout cas. Et vous les filles, justement, est-ce qu'au contraire vous espérez apprendre finalement de cette saison? La montée, est-ce que vous l'espérez pour tout de suite? Est-ce que clairement vous vous en sentez capable? Est-ce que c'est vraiment votre objectif? Oui. Complètement. Si on peut monter tout de suite, on dirait pas non. Est-ce que vous bossez un petit peu pour ça aussi toute la semaine? Depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, on fait que ça. Donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on est là où on est aujourd'hui. Donc, il faudra juste continuer, quoi. Enfin, si on accepte la première journée de championnat, votre équipe a été surprise à domicile contre Poinçonnet. Vous restez sur 8 succès consécutifs à domicile. Est-ce que ça vous confère une certaine confiance avant ce match? Tout à l'heure, on a parlé de derby un petit peu particulier. Je pense que les compteurs sont remis à zéro dans ce genre de confrontation. Donc effectivement, on a ce plus parce qu'on va jouer devant notre public, on va jouer dans notre salle. Mais après, un derby, c'est assez particulier. Et c'est particulier chez vous, à Voiron aussi quand même? Oui, on a depuis quelques matchs là maintenant un public assez fidèle et nombreux. Et j'espère qu'ils viendront encore à la salle, encore plus nombreux pour ce derby et puis pour que ce soit une belle fête aussi. Il y aura de la place à Chotard pour les supporters du BCTM aussi? Oui, bien sûr. Un petit peu, mais il y en aura. Et il y a une mascotte aussi, chez vous, on l'a vu donc dans notre émission. Le lion sera bien là. Oui, Kimba sera bien au rendez-vous. Ouais. Kimba, Kimba. C'est ça, Kimba, d'accord, ok. Et alors, on disait, c'est vous qui tenez le titre de ce trophée Coupe de France. Vous l'avez remporté il y a quelques mois aussi. Fort de ce trophée-là, est-ce que vous repartez pour un titre encore On se rappelle, vous allez vous rencontrer, donc vous deux encore, La Tronche-Mélan et Voiron, dans quelques jours, en coupe, en quart? Peut-être. On ne se jouera pas en quart. Nous, on joue contre Strasbourg en quart, pendant que Voiron jouera contre Gesposheim. Et le vainqueur des deux matchs jouera la demi. Donc on peut potentiellement se rencontrer, mais il faudra déjà gagner le premier match. Pour revivre ces grands moments-là. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ça, c'était bon, ça. C'est top, ces matchs-là. Comme disait Ramata tout à l'heure, tu démarres la saison, tu t'entraînes tous les jours. Et en fait, tu t'entraînes tous les jours pour vivre ça, quoi. Et nous, on a eu cette chance l'année dernière, c'est d'aller à Bercy, de faire un match là-bas et de faire plutôt un bon match parce qu'on a réussi à ramener le trophée. Justement, dans l'approche aussi de ces grands rendez-vous, le fait d'avoir répondu présent le jour J, ça vous apporte aussi ce surplus d'expérience qui est suffisamment important justement pour les grandes échéances? J'ai envie de dire oui. Et puis, si tu veux, j'ai l'exemple contraire qui dit que 15 jours après, on faisait moins 27 contre la même équipe chez elle. Voilà.
Est-ce que, alors je ne sais pas si vous travaillez évidemment toute la semaine et toute la saison pour ça, pour monter, vos structures, elles sont aptes à une division supérieure. Vous vous préparez pour ça? Oui, on se prépare pour ça. Toute l'équipe dirigeante fait un travail, en tout cas pour notre structure, pour essayer de se professionnaliser et aller à l'étage supérieur. Maintenant, ça se passe sur le terrain aussi, donc voilà, il faut que les deux parties soient liées. Et puis on sait que vous êtes soutenus par des partenaires l'un et l'autre, mais qui misent gros là-dessus aussi et qui vous attendent. Oui, forcément. Oui. En tout cas, on vous remercie. Je crois que vous avez des cris de guerre l'un et l'autre. Je ne sais pas s'ils se ressemblent. On aurait pu en faire un en commun. Les filles, vous vous sentez? Alors c'est vrai que vous êtes moins nombreuses. Peut-être les paroles, est-ce que vous pouvez les souffler derrière Mathias? Allez, on se lâche. Allez, on y va. 3, 4. Allez-y avec Quentin, allez. Leur cri de guerre, elles ont leur cri de guerre. Alors, elles ont leur cri de guerre. Allez, on vous écoute, les filles. Attention, c'est parti. Fafa, la famille, c'est pas ça. Mais celui-là, il est pas mal. Hein. Fafa, la puissance, tché. Wouhou. Ah ouais, sympa. Ça doit donner effectivement. Bravo, hein. Vous êtes que 2, en tout cas, bravo à vous. Bon, allez, les filles, lâchez-vous. À vous, vous êtes un peu plus nombreuses. C'est parti, on vous écoute. Nous, on s'est dit que si vous voulez entendre notre cri de guerre, vous pouvez venir nous voir samedi. Bon, alors, un spécial esprit sport, alors, en disant ouais, voilà. Super, voilà. Bon, d'accord. Alors, on l'entendra, mais il faut venir un petit peu plus près du parquet. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, mesdames, mesdemoiselles. Vraiment belle saison à vous deux. Un beau derby. Et puis, que le meilleur gagne, que les meilleurs gagnent. Philippe, vous êtes né en Moselle, près de Thionville, formé au FC Metz. Vous y avez été joueur pendant 15 ans. Vous avez joué plus de 483 matchs. En fait, vous avez un graouli dans le cœur, on peut le dire, à peu près. Et du coup, on a été rencontrer quelqu'un qui voulait vous passer un message. Eh bien, bonjour Philippe. Écoute, très heureux d'apporter mon témoignage sur ta personne. Pour simplement te dire que le FC Metz aura toujours un regard admiratif sur ton travail, parce qu'on sait que tu es sérieux, que le football c'est vraiment ta passion aussi, car c'est un métier, mais il faut quand même, conserver l'aspect de la passion, sinon je crois que c'est un métier qui est trop dur. Je te parlerai pas d'être président de club, parce que ça tu connais les avantages, mais surtout les inconvénients, je peux t'en parler. Alors que dire que je suis attentif à tes résultats et à ton fonctionnement avec Grenoble. Je te félicite parce que c'est une situation qui a priori n'était pas facile à reprendre. Et puis ma foi, te rappeler que tu resteras toujours Grenade dans nos cœurs, dans la mesure où tu as été pratiquement le seul joueur à ne jamais avoir connu un autre club que le FC Metz. Donc je te souhaite évidemment beaucoup de réussite pour la fin de saison. Et puis, ma foi, au plaisir de te voir lors du match Metz-Grenoble bientôt. Voilà, Carlo Molinari, sympa ce petit message. Ouais, Carlo, c'est pas mon deuxième père, mais un petit peu, c'est le deuxième père de tous les footballeurs qu'il a connus sous sa présidence à Metz. C'est quelqu'un, c'est un Italien qui a le cœur sur la main, qui adore évidemment son club, qui adore ses joueurs, ce qui n'est pas le cas de tous les présidents. Et j'ai eu le bonheur de le retrouver en plus il y a 3 ans comme entraîneur du FC Metz, à qui on est monté en Ligue 1. Donc c'était, même s'il était aujourd'hui, il n'est plus que président d'honneur, mais bon, c'est quelqu'un qui passait tous les jours au vestiaire nous voir, toujours un petit mot, toujours une vision. Il a 85 ans aujourd'hui, toujours une vision exacte, pile sur l'effectif, sur les joueurs, sur nos matchs, un regard acéré. Et donc voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'adore et qui me l'a bien rendu. C'est mon président. Avec, en plus, il joue le jeu, il a joué le jeu de Télé-Grenoble. Merci encore, du coup, de nous avoir envoyé ce petit message avec toujours autant de lucidité en plus. Ça fait vraiment plaisir. Beaucoup d'affect aussi. Donc c'est un club qui a forcément une place particulière dans votre cœur. Vous devez toujours avoir un œil, mine de rien, sur le FC Metz. D'autant plus que j'y suis retourné à mon grand étonnement quand même, parce que je sortais d'une période quasiment de 1 an de chômage après mon départ de Créteil. Et le président m'a appelé en décembre 2015. C'est ça, oui, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans.
pour reprendre l'équipe au mercato d'hiver, alors qu'ils avaient fait 15 fois le podium sur 19, mais bon, il n'était pas content de son staff belge, là, et donc j'ai pris les choses en main. Et donc le fait de revenir comme entraîneur, pour moi, c'était... je pensais que ma carrière d'entraîneur s'arrêterait là. Voilà, elle a commencé au FC Metz. Enfin, ma carrière de joueur a commencé au FC Metz, ma carrière d'entraîneur a commencé au FC Metz, puisque je me suis occupé 4 ans du centre de formation, et j'ai eu notamment la direction de l'équipe réserve pendant 4 ans. Et je me suis dit, voilà, maintenant je suis revenu, ça va se terminer comme ça. Et voilà, ça aurait été une belle boucle bouclée. Bon, elle n'est pas tout à fait refermée. La deuxième année en Ligue 1, la dernière, a été plus compliquée, un début de saison un peu ou très chaotique qui m'a coûté ma place. Mais bon, franchement, j'ai passé 2 années là-bas, 2 années et demie, franchement, de pur bonheur, quoi. C'était particulier de retourner du coup à Saint-Symphorien. Non, vous n'êtes pas encore y allé justement avec le GF38, mais c'est bizarre, j'imagine. Oui, mais alors là, c'est un peu bizarre parce que c'est tout frais, mais j'y suis allé avec Laval, j'y suis allé avec Niort quand Metz était en Ligue 2, puisque faut savoir que Metz, depuis une quinzaine d'années, c'est un club qui ne cesse de faire l'ascenseur. Donc, de temps en temps, je les ai joués aussi quand j'étais entraîneur à Ligue 2, mais on y retournait là au mois d'août en Coupe de la Ligue. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais ça reste quand même s'asseoir sur l'autre banc et tout. Ça m'a fait un peu quelque chose de bizarre. Bon, maintenant, je crois que j'ai dépassé le truc, même si voilà, j'ai beaucoup d'amis là-bas, je suis un Messin de cœur et on ira faire notre match, ça sera un moment très sympathique. Donc on le disait, plus de 480 matchs en tant que joueur. C'est important d'avoir été joueur pour être entraîneur, ça apporte un petit plus au moment de manager, surtout quand on a été aussi capitaine, c'est un rôle particulier dans un vestiaire, on le sait, et milieu de terrain avec une vision aussi. Je pense que le passage de joueur à entraîneur, à un moment donné, est important quand tu étais joueur de haut niveau. Déjà, ça te donne une légitimité par rapport à tes joueurs, dans ton discours, dans la manière de pouvoir aborder certaines situations. Je parle de terrain. Après, il y a tout l'aspect du management et des rapports humains qui fait que même un grand entraîneur peut être même un grand joueur peut être un mauvais entraîneur au niveau des relations qu'il peut avoir avec son vestiaire. Et ça, ces relations humaines qui sont très importantes dans le management, évidemment sportif, ça s'acquiert. Cette expérience s'acquiert au fil des années. Bon, aujourd'hui, j'ai plus trop la légitimité. Je ne vais pas parler à Arsène Logo que quand j'étais en 88 à Metz, qu'on a gagné la Coupe de France, il n'était même pas né, lui. Donc, lui et quand ils regardent, ils ont l'impression de voir un football d'un autre temps. Il y avait les passes aux gardiens, c'était un petit peu différent. C'était moins des athlètes. Et voilà. Toujours est-il qu'à un moment donné, voilà, ils savent aussi que je sais contrôler un ballon, que je sais mettre un penalty ou un petit coup franc de temps en temps. Et ça leur prouve aussi que j'étais footballeur. Et ça donne quand même un petit peu de quoi pouvoir parler plus facilement. Alors justement, vous avez vécu aussi des choses fortes en tant que joueur avec le FC Metz. Vous avez gagné 2 fois la Coupe de France. Vous avez fait aussi un exploit au Camp Nou face au FC Barcelone. On revoit les images justement. Elles sont forcément un peu moins bonnes, les images. Il faut surtout les trouver parce que le match n'était pas retransmis. Comment il a évolué le foot finalement justement vous en parliez un petit peu là. C'est un autre sport. La vitesse, c'est pas sur l'aspect tactique ou quoi. Bien qu'aujourd'hui les gens ont beaucoup travaillé sur cet aspect organisationnel de l'équipe pour qu'on puisse partir sur des bases un petit peu plus structurées que ce qui se passait avant. Mais aujourd'hui, c'est la vitesse, comme dans tous les sports. Dans le handball, dans le rugby, aujourd'hui, vous voyez des handballeurs, enfin, les mecs font 2 mètres, ils font 100 kilos de muscles. Aujourd'hui, vous voyez des piliers au rugby. À mon époque, je repense à Garuet, à Palmier. C'était des gens qui avaient une touche, ils arrivaient 45 secondes après, le temps qu'ils arrivent avec leur truc. Et bon, là, aujourd'hui, on a affaire à des vrais athlètes. Donc, et je pense que dans tout le sport et dans le football en particulier, le développement des qualités athlétiques était primordial. Aujourd'hui, il y a toujours eu des grands joueurs, des bons joueurs. Ah tiens, regardez, l'art du contre-pied, on va dire, en finale de la Coupe de France 88. Regardez, ça s'appelle un contre-pied. Il valait mieux qu'ils partent pas quand même du bon côté parce que j'aurais eu un peu l'air con. Tellement, voilà. Mais donc, pour revenir à votre question, c'est ça surtout. Aujourd'hui, c'est la vitesse, c'est que les gens sont devenus des athlètes, c'est que l'entraînement est beaucoup plus structuré, individualisé. Voilà, parce qu'on a des moyens de le faire aussi. Les coiffeurs ont changé aussi. Oui, en tout cas, ils ont changé leur technique. Oui, alors il y avait ces cheveux longs comme ça. Oui, alors il y avait quand même une époque. Voilà. À cette époque, dès qu'on passait les 32e, moi j'ai la chance de rentrer qu'en 32e parce que je jouais qu'en première division. On se laissait pousser la barbe ou la moustache, enfin un accessoire pileux. Globalement, je coupais plus trop les cheveux. C'était un petit peu quelque chose qui nous faisait nous rejoindre dans ces aventures de coupe. Très bien. Les sensations étaient les mêmes aussi en termes de victoire. Il y avait un peu moins d'argent aussi dans le foot, j'imagine. Il y avait beaucoup moins d'argent, mais les clubs dépensaient beaucoup aussi moins d'argent. Je veux dire, les salaires. Enfin, moi j'ai commencé en première division, c'était 19 joueurs maximum.
c'était 19 joueurs, avec les 2-3 joueurs formés au club. Mais autrement, l'effectif, c'était 19 joueurs. Quand vous voyez aujourd'hui, vous pouvez avoir des effectifs, même en Ligue 2, parfois de 32, de 33 joueurs. On se demande pourquoi on va chercher autant de joueurs. Ça ne sert strictement à rien. Donc, il y avait moins d'argent, mais écoutez, on se déplaçait en avion privé, on vivait quand même très, très bien. Bon, aujourd'hui, avec l'essor, les nouveaux stades, etc., les loges, les agents, tout ce que vous voulez, tout ça, ça a développé un business autour du foot, c'est indéniable. Mais il y a toujours eu beaucoup d'argent autour du football quand même. Il a perdu un peu de son charme, ce football? Pour moi non. Mais ce qui a gagné aussi, c'est les ultras, les supporters qui aujourd'hui se plaignent aussi de ne pas pouvoir se déplacer. Mais nous aussi, on est peinés. Mais il faut bien reconnaître aussi que quand on voit certains comportements, et c'est tellement une petite frange, c'est peut-être 10 abrutis ou 20 crétins, et du coup tout le monde paye pour eux. Mais aujourd'hui, quand on voit des choses, quand vous allez sur des terrains où à un moment donné, pour frapper un corner, vous êtes protégé, parce qu'on l'a vu, par des boucliers de CRS, enfin, où est-ce que ça a sa place sur le terrain de sport? Donc malheureusement, avec cet engouement, voilà, vous allez voir un match à Lyon aujourd'hui. Le Stade des Lumières, c'est simplement magnifique, quoi. Bon, donc c'est magnifique, mais on se voit plus beaucoup. Mais on se voit plus beaucoup. Il y a des barrières, beaucoup de barrières physiques et. Moi, j'ai été voir l'année dernière, j'étais à La Rochelle. J'étais voir La Rochelle-Toulouse et il y avait comment s'appelle-t-il, le capitaine de Toulouse, du Sautoir, qui était sur le trottoir. Le bus de Toulouse était garé devant la porte, au milieu des gens. Mais parce que dans le rugby, il n'y a pas de problème. Et dans le foot, il y a toujours des problèmes. Aujourd'hui, vous avez peur de laisser un joueur adverse dehors. Ils peuvent se faire casser la figure. Vous voyez, on a bien les soucis qu'on peut avoir avec des supporters. Donc, malheureusement, ça a été obligatoire. Quand on voit le comportement en tribune aussi, que je condamne lourdement, parce que, je veux dire, comme je dis, tout le monde, les gens payent pour cette minorité. Mais aujourd'hui, quand on parle de sécurité, il faut aussi assurer la sécurité des joueurs. Malheureusement, c'est un peu aseptisé, je le reconnais. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est incontournable.